Maintenant, il y a eu, suite à son papier qu'il a publié, il y a plusieurs autres personnes qui ont voulu publier des corrélations entre le test musculaire et le volet d'évaluation au niveau biochimique. Puis je vous en cite quelques-unes là-dedans, là, pour essayer de voir, genre, on est capable de déterminer des carences nutritionnelles, on est capable de déterminer des intolérances alimentaires / allergies alimentaires, parce que là, ça ouvrait un nouveau monde. Mais ça ouvrait un nouveau monde qu'on ne comprenait pas vraiment encore bien. Donc, dans les recherches qui ont eu lieu 2014, 2001, 88 par eux, si on lit ça, les corrélations entre même des gens qui avaient, on va dire, déjà une allergie connue et des tests, il n'y a pas de bonne corrélation. Puis on va se dire, mais là, si tu n'es pas capable de détecter une allergie, ça ne va pas bien. Déjà là, je vous m'en garde. Si vous avez un patient qui a une allergie, ne testez pas cet aliment-là. OK? C'est comme un... Tu sais déjà qu'il est allergique. Ça sert à quoi que je te teste le beurre de peanut, man? À part me mettre dans le trouble, te mettre dans le trouble, risquer que tu finisses potentiellement à l'urgence. Donc, on s'entend là-dessus, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces études-là, ils ont été faites d'un point de vue énergétique. Ils ont été faites, ils n'étaient pas dans la bouche. C'était d'un point de vue, il y a des fioles qui existent, des dilutions soit homéopathiques ou des dilutions de substances, comme j'expliquais ce matin, qui sont utilisées à tort et à travers comme étant de la kinésiologie appliquée. Maintenant, le Collège international ne recommande absolument pas de faire le testing énergétique, mais dans la littérature, c'est comme une grosse soupe. C'est toute la même affaire, puis c'est brassé tout en même temps. Donc, toutes ces recherches-là, qui sont arrivées absolument à rien, ben on peut, d'une façon, juste par rapport à ce qu'on fait, c'est même pas une stimulation neurologique. Ça ne sert à rien d'aller plus loin dans ces recherches-là. C'est ce que je vous ai mis là-dedans. Donc, ils ne correspondent pas du tout aux critères de ce que nous, on fait. Maintenant, en 98, Wally Schmidt, il a publié une étude pilote sur, je pense que c'était 21 patients, où est-ce qu'ils ont testé des aliments d'un point de vue neurogustatif avec le test musculaire. Et là, ils ont focusé sur juste un groupe musculaire. Donc, pas le raisonnement que je vous ai mis en place tout à l'heure. Ils ont juste fait, on va prendre le pectoral claviculaire qui est lié avec l'estomac et que Goodhart avait vu qu'il y avait souvent un lien avec, on va dire, comme quand le patient a un profil allergique. Quand il mettait un aliment dans la bouche et que ça créait une inhibition des pecs claviculaires testés ensemble, il notait. Puis après ça, il faisait faire dans l'instantané, tout de suite après qu'il ait fait les tests, un test de laboratoire, une analyse sanguine pour faire l'évaluation de ce qui est appelé le test d'intolérance alimentaire, soit pour des IgE, des IgG, des IgG4. Okay? Et là, c'est sorti avec une corrélation vraiment bonne, comme 90,5% de corrélation entre les deux. Donc là, on pensait avoir résolu le mystère. Et cette recherche-là, bien qu'elle ait l'air positive, elle nous a foutus dans le champ gauche. Elle nous a mis dans le trouble. Parce que là, on a commencé à penser que ce qu'on faisait, c'était de trouver des intolérances alimentaires. Puis on pensait que ce qu'on faisait, c'était une évaluation immunologique pour déterminer qu'est-ce qui ne va pas au patient. Parce que la corrélation était bonne. C'était légitime de penser que c'était ça le chemin. Okay? Fait qu'il y a d'autres études qui ont été faites après ça. Fait que là, elle semblait positive, celle-là, ce que vous avez là-dedans, puis le résultat était super bon. Donc, Connable, ça, on était là en plus quand ils l'ont présenté en 2006. Ils ont présenté ça à Chicago, on était? Okay, oui. Et en fait, OK, on va refaire l'étude pour essayer de montrer que ça fonctionne. Puis, ils se sont plantés. Puis, l'étude, c'était, OK, on teste un muscle là, un autre muscle là, un autre muscle là. Il y avait comme pas de structure, de méthodologie vraiment adéquate là-dedans. Et la corrélation en est ressortie. Et pourtant, utilisait quand même le testing neurogustatif. Et Cathy Connable est une personne extrêmement intelligente, extrêmement rigoureuse. Je pense que c'est plus la méthodologie, la façon qu'ils ont monté, parce qu'on avait un concept à ce moment-là basé sur ce que Schmidt avait mis, puis qu'on disait, ah, mais on l'a la réponse, on la tient finalement. Puis qu'ils ont tenté de le prouver, puis ça a été un flop. Puis là, on s'est dit, oh, ben là, c'est peut-être juste comme l'étude. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Pourtant, c'était bien fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait,
que le piège a été d'associer que le test musculaire manuel qu'on fait avec le testing neurogustatif nous permettait d'avoir une fenêtre sur le système immunitaire. Alors que pourtant, si on recule depuis le début, ce que Goodhart a montré, ce que dans la revue Science avait montré, c'est que la fenêtre était avec le système nerveux central. On a juste à revenir dans les recherches puis à comprendre qu'à un moment donné, on a pris une tangente erronée à cause d'une bonne conclusion qui faisait bien notre affaire. Puis qu'on a dit, ben là, on tient notre réponse. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que dans certains cas, on trouve des sensibilités alimentaires? Probablement. Mais étant donné qu'on n'a pas chiropraticien aux États-Unis, puis je pourrais faire des analyses de laboratoire pour corréler entre mes tests AK puis mes tests de laboratoire, peut-être je serais en mesure de préciser, ah oui, dans tel type de faiblesse, à ce moment-là, on pourrait le voir plus comme étant immunologique. On n'est pas là. Okay? Donc, nous, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on reste dans le concept d'une stimulation au niveau du système nerveux central. On reste dans mesurer la répercussion bénéfique ou, en guillemets, néfaste que va provoquer la stimulation au niveau des récepteurs, des nerfs crâniens 7, 9, 10. Comme je l'ai dit, qui envoie le message au niveau du noyau du tractus solitaire. Ça, c'est juste chez les rongeurs, que le noyau du tractus solitaire, oui, va envoyer un message au thalamus, au niveau du cortex. Puis maintenant, on comprend mieux, il y a certains endroits du cortex en plus. On sait que ça va au niveau du lobe frontal. On sait que ça va au niveau de l'insula, qui est le cortex vraiment, qui ressent comment les messages qui viennent de l'intérieur. Donc, toute l'interoception, qui est un terme en neurologie, qui va amener justement des messages d'afférence par certaines lames au niveau de la moelle épinière, qui utilisent aussi des récepteurs musculaires et des nocicepteurs. Donc, il y a des zones de convergence entre ce qu'on va aller stimuler et le volet musculaire jusqu'au niveau du cortex. Mais après ça, il y a aussi une répercussion descendante, même du cortex, parce que on comprend encore mieux maintenant par rapport à ce que c'était là-dessus en 2000, que le cortex va aussi renvoyer un message descendant, mais que l'hypothalamus, lui, va moduler la réponse jusqu'au niveau de la corne intermédio-latérale pour changer la réponse au niveau du système nerveux autonome. Avoir un impact au niveau viscéral, mais avoir un impact aussi entre un état de facilitation musculaire par protection ou pas. Donc ça, on le sait. La théorie est bonne là-dessus. Et là, je vous ai mis un peu de détails que j'ai ajoutés depuis que vous avez reçu les notes. C'est comme un projet fun présentement sur le testing neurogustatif pour moi, qui vous explique un peu plus ce que je vous disais tantôt, entre les afférences qui vont aller envoyer un message au niveau du noyau du tractus solitaire et les différents endroits que ça aura des répercussions. Je vous l'ai déjà expliqué là-dessus dans mes mots. OK? Donc, autre recherche qui est venue nous encourager que la voie du système nerveux central est probablement une bonne voie dans notre compréhension. En 2011, cette recherche-là est sortie au niveau de la performance des athlètes. Donc, ce qu'ils ont fait dans la recherche, c'est d'évaluer entre boire une solution avec un sucre pour effectuer une performance athlétique ou simplement avoir une stimulation gustative dans la bouche et effectuer la performance athlétique. Est-ce qu'on est capable d'avoir un changement, un qui est mieux que l'autre? Je suis mieux de le boire ou je suis mieux de stimuler mes récepteurs à différents moments de ma performance? Ce qu'ils ont observé, c'est quand on fait une stimulation neurogustative, la performance, elle est meilleure que si j'ai bu la solution. OK? Et ça, dans la littérature, c'est maintenant hyper bien connu. Si vous cherchez, ça s'appelle le Carbohydrate Mouth Rinsing, CMR. OK? Beaucoup de littérature là-dessus. C'est super bien connu. Et là, on s'est dit, parfait. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le système au niveau neurogustatif doit donc être en mesure de déterminer si c'est des calories. Donc, ça devient des récepteurs, pas juste au goût, ça devient un peu un récepteur pour dire, il y a de la calorie là-dedans pour m'aider d'un point de vue fonction, donc on va favoriser une meilleure fonction. Ça, c'est la théorie qui a un peu émergé par rapport à tout le Carbohydrate Mouth Rinsing. Et l'idée est quand même bonne là-dessus. Maintenant, ce qu'ils ont fait dans la même recherche, c'est qu'ils ont, en plus d'évaluer une performance athlétique, ils ont aussi évalué la nuance entre une solution de glucose versus une autre molécule et ils ont fait des résonances magnétiques fonctionnelles
pour évaluer est-ce qu'on est capable maintenant, avec les résonances magnétiques fonctionnelles, de savoir s'il y a des zones du cerveau qui sont stimulées au moment où il y a une molécule dans la bouche. Et effectivement, avec la solution de maltodextrine qui avait utilisé et qui avait vu un bon résultat au niveau des performances, il y avait des zones au niveau du cortex qui venaient s'allumer complètement différentes de si on mettait vraiment un faux sucre, un genre de saccharine au niveau de la bouche. Donc là, on savait la connexion entre l'aspect gustatif et l'aspect du système nerveux central. J'ai-tu besoin de vous faire un dessin que si j'ai quelque chose dans la bouche et que ma performance est meilleure, ça veut dire que ça peut changer l'impact sur le volet musculaire? J'ai-tu besoin de vous le... Non, ça va? Okay. Nous, la seule nuance là-dedans, c'est qu'au lieu de te faire une performance, bien, je vais t'évaluer dans l'instantané, à savoir qu'est-ce qui change réellement de façon tangible. Qu'est-ce qui peut s'améliorer ou qu'est-ce qui peut nuire à la limite. Mais là, on était dans l'hypothèse de cet aspect-là de théorie au niveau où on dit OK, on sait que ça stimule, c'est-tu un volet de calories? Qu'est-ce qui se passe avec les autres aliments? Est-ce qu'on a le même type de stimulation ou pas? Donc, ce qu'on sait par contre, une belle recherche en 2006, c'est que la phase justement au niveau neurologique, donc la phase céphalique de la digestion, entraîne, dans cette recherche-là, un effet au niveau du système nerveux autonome. Ça, maintenant, on commence à savoir que ça a une répercussion là-dessus et que ça a même un volet de répercussion au niveau musculaire, surtout en lien, on se dit, c'est sûr que ça change avec la cavité buccale. Ça, c'est sûr qu'il y a un impact là-dessus parce que, dépendamment quand tu goûtes à une substance, bien, l'afférence, après ça, les efférences au niveau mastication, au niveau est-ce que tu aimes la substance ou tu n'aimes pas la substance, vont changer. Okay? Donc ça, c'est d'autres recherches qui avaient été faites en 2006 là-dessus. Donc, ils ont même été en mesure de montrer que la stimulation, pas juste gustative, mais le fait de penser à un aliment ou de voir l'aliment, et là, je vous mets tout de suite en garde, commencez pas à montrer des photos de bananes et... OK? S'il vous plaît, on peut-tu se donner une chance? Par contre, de le voir, de le visualiser, avait les mêmes répercussions neurologiques. Okay? Je sais que c'est tentant, mais c'est pas là qu'on en est. Recherche qui vient mettre encore plus. Et là, on est comme... Je vais utiliser le mot synchronicité. C'est un bon timing. Cette recherche-là est sortie cette année, en 2019, où est-ce qu'il y a une chercheure spécialisée dans le goût qui a évalué, pas juste d'un volet résonance magnétique fonctionnelle, mais elle a fait un électroencéphalogramme quantitatif pour essayer de déterminer est-ce que notre système nerveux central est capable de différencier des substances. Et à un point tel que la question là-dedans qu'elle amenait dans la recherche, c'est le patient trouve que ça goûte pareil. Est-ce que le système nerveux central sait pense que c'est pareil ou sait que c'est pas pareil? Vous comprenez la nuance entre les deux? Vraiment trippant pour nous autres. Et les conclusions, elle présente, puis il y a un beau TED Talk, je vais vous montrer un petit bout, en fait, qu'elle a fait là-dessus de 15 minutes, qui est sorti il y a genre 2 semaines. Et dans son TED Talk, elle parle comment son chum, il se disait connaisseur de café, puis qu'il tripait sur le café, puis elle a fait ça dans la vie. Elle est chercheur sur le goût, puis là, elle était comme, c'est comme le meilleur des cafés. Fait qu'elle a fait un test à l'aveugle pour savoir s'il était capable de reconnaître son café, puis un bon café d'un mauvais café. T'sais. Puis elle l'a piégé. T'sais. Elle lui a donné 2 fois le même café. Puis lui, il était comme, lui, vraiment meilleur. Ça, c'est mon café. Ça, non, ça, c'est pas mon café, ça, c'est pas bon. Donc là, sur le coup, tu te dis, mais là, dans le fond, tu n'es pas capable de le différencier au niveau gustatif. Puis c'est exactement ce qu'elle montre là-dedans. Mais ton système nerveux central, s'il y avait une différence subtile, là, c'est le même café, mais dans la recherche qu'elle a effectuée, les patients goûtaient la même chose. Okay? Mais le système nerveux, lui, était capable de détecter la différence entre les aliments. Et là, ça devient vraiment encore plus intéressant pour nous autres, parce que là, elle démontre que c'est pas juste une histoire de calories, comme on pensait dans le carbohydrate mouth rinsing, que là, ça devient, le système nerveux central, il sait ce qui est dans la bouche. Et, elle le mentionne, ça a aussi un impact au niveau du système nerveux autonome
qu'on serait même capable de quantifier probablement en observant la pupille, la sudation au niveau des mains et autres. On sait que la performance sportive, ça peut s'améliorer. Donc, nous, dans ce qu'on fait, amplitude de mouvement, douleur, test musculaire, ça commence à se placer au niveau de la littérature pour montrer qu'effectivement, on serait capable, par rapport à tout ça, de discerner au moins les aliments. Je vais vous montrer juste... en fait, ça, c'est ce que ça explique. Donc, pour la première fois, ça, c'est la première fois qu'une recherche était capable qu'avec des goûts similaires que le patient pense à la même chose, de prouver que le système nerveux central, lui, il sait que ce n'est pas la même chose. Ça, c'était l'élément incroyable. L'autre chose qu'ils ont démontré, c'est que la vitesse de détection du système nerveux central venait corroborer une autre étude qui avait montré cette même vitesse-là, qui est d'environ 100 millisecondes. Donc, quand vous faites un test neurogustatif, puis vous dites, mais là, Charles, combien de temps j'attends avant d'aller tester ou mesurer et autres? Bien, tu sais, le temps que tu as émis la substance, puis que tu te retasses là, pour aller tester un muscle, là, ça fait longtemps que le système nerveux central le sait. Et ça fait probablement déjà longtemps aussi que l'efférence vers le bas, elle a été activée. Donc, c'est quasi dans l'instantané. C'est vraiment trippant. Donc, c'est ce que nous on fait. On évalue la réaction du système nerveux lorsqu'un aliment est placé dans la bouche. Je vais vous montrer juste un petit extrait du TED, pas longtemps. Mais l'importance pour nous, c'est d'avoir quand même la capacité de bien le faire, puis de le faire dans un cadre, je dois dire, qui est aussi cohérent à l'intérieur de certaines lois, puis de certains paramètres qu'on doit respecter. Puis ça, c'est correct. Je veux dire, si on veut faire avancer les choses, il faut bien faire les choses.